L'intelligence artificielle est à l'honneur à Paris. La capitale française accueille en ce moment de nombreux événements culturels et scientifiques autour de l'IA. Et puis lundi et mardi, il y aura ce sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Une rencontre internationale qui rassemblera près d'une centaine de pays et plus d'1 millier d'acteurs du secteur privé et de la société civile venus de tous les continents. Bonsoir Éric Sadin. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes écrivain et philosophe français. Éric Sadin, vous êtes l'un des penseurs, on peut le dire, du monde numérique. Votre dernier livre s'intitule « La vie spectrale, penser l'ère du métavers et des IA génératives ». Et surtout, vous êtes à l'initiative d'un contre-sommet sur l'IA. Ça se passera lundi après-midi au Théâtre de la Concorde à Paris. Alors d'abord, pourquoi ce contre-sommet de l'IA? Il est à mettre en regard, il vient du sommet de Paris, dont le titre, et vous l'avez dit, le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a des titres qui sont très éloquents, n'est-ce pas, qui disent tout. Ça sonne comme un programme auquel on doit se soumettre. Et quel est ce programme? Engager un grand bond en avant. Vers quoi? Vers l'automatisation sans cesse croissante des affaires humaines. Alors, à quoi allons-nous assister durant ce sommet de Paris? Je veux dire le sommet officiel. Il va y avoir une centaine de chefs d'État qui vont, comme toujours, depuis une dizaine d'années, rivaliser d'annonces et d'investissements visant à faire de leur pays respectifs des champions de l'IA, selon l'expression consacrée, et vont être également réunis les entrepreneurs, les ingénieurs, des start-upers de la tech, qui vont nous chanter, toujours au futur, des merveilleux lendemains à venir. Vous savez, les discours oui, au futur. En gros, vous, ce que vous nous dites, Éric Sadin, c'est qu'aujourd'hui, et notamment en Europe, le seul prisme de perception que nous avons au sujet de l'intelligence artificielle, eh bien, c'est le prisme économique. C'est bien le drame. C'est pas tout à fait vrai. C'est le seul prisme, c'est le prisme prioritaire. Il y a quand même toute une réflexion, et même surtout au niveau européen, sur justement l'encadrement, la régulation de cette intelligence artificielle. Alors, écoutez, si nous parlions de régulation, il faudrait parler d'une heure pour dire à quel point on se trompe, on est dans le leurre à propos de régulation. Je vous donne un seul exemple. J'ai théorisé cela, j'ai écrit des tribunes, notamment dans Libération, l'année dernière, qui s'appelait IA, la grande illusion de la régulation, qui a été reprise dans plusieurs journaux étrangers. Je vous donne juste un exemple parmi d'autres, relativement à l'immense impact énergétique entraîné tant par la conception des systèmes que par nos usages. La régulation, elle dit quoi, par exemple? Un angle mort, elle veut dire quoi? Elle veut dire au-delà de mégas, de téraoctets, on va limiter. Donc la régulation pour quantité de champs n'est pas appropriée. Et je vous donne un exemple du déni, le fait que tout cela va être envisagé sous le seul sceau des intérêts économiques. Je vous donne l'exemple d'une dimension d'un secteur qui devrait nous mobiliser au premier plan, parce que c'est le socle fondamental. Quel est-il, ce secteur qui devrait nous mobiliser à l'heure des IA génératives? Celui de l'éducation. Madame, il ne va pas être dit un seul mot sur un des enjeux capitaux de notre temps. Donc moi, je me suis dit, à l'heure où c'est l'automatisation sans cesse croissante des affaires humaines qui est en jeu, qui est en cours. Qu'est-ce que ça veut dire, l'automatisation des affaires sans cesse croissante des affaires humaines? C'est-à-dire que de plus en plus, l'humain est exclu des affaires qui nous regardent et qui sont prises en charge par des systèmes qui opèrent de façon infiniment plus rapide, de façon prétendument plus fiable et à terme à moindre coût. Comment ne pas voir l'ouragan qui vient? Vous parlez d'un ouragan, vous pensez sincèrement que l'humanité aujourd'hui est menacée par l'intelligence artificielle? Mais c'est d'une extrême gravité ce qui se passe. Comment est-ce que vous voyez le monde dans quelques décennies? Écoutez, moi je ne vois pas le monde dans quelques décennies, je vois ce qui vient. Vous savez, la conscience, c'est pas de se réveiller quand la maison brûle, c'est de voir les phénomènes quand ils sont en germination, afin de pouvoir être agissant avant qu'ils ne se consolident et qu'ils deviennent définitifs. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, tout le monde parle des réseaux sociaux en disant c'est la catastrophe, on n'avait pas bien vu les choses. C'est pareil avec les digitalisations de l'école publique. 10 ans plus tard, on se rend compte qu'on a eu tout faux, mais il fallait le voir au moment. Moi, si vous voulez m'inviter dans 2-3 ans, si on est encore vivant, vous et moi, ce qu'on peut espérer... on espère. Bon, on se donne rendez-vous dans 2-3 ans et vous verrez dans quel état on sera, relativement à quoi. C'est ça qu'il faut voir. Relativement à quoi? Quel est le danger? Le risque, c'est quoi? C'est que les ordinateurs deviennent plus intelligents? Non, c'est pas du tout ça. Je vous propose d'être très pragmatique. C'est le fait que de plus en plus,
de plus en plus, des systèmes organisent l'action humaine, la vie du monde. Et le deuxième, c'est-à-dire marginalise l'action humaine. Là, il peut y avoir des humains dans des collectifs, au nom de gains, au nom de la prétendue supériorité d'efficacité, on dit tu es exclu. Mais il y a quantité d'humains qui veulent être encore agissants dans des collectifs de travail, par exemple. Et la deuxième dimension qui est à l'œuvre, qui est d'une extrême gravité. Elle est apparue, celle-ci, depuis la fin 2022. C'est-à-dire depuis l'apparition des IA génératives et notamment le lancement de ChatGPT. On va quand même préciser pour nos téléspectateurs qu'une IA générative, en gros, c'est un système d'intelligence artificielle qui est capable de générer du texte, des images, des vidéos. C'est ça. Merci pour votre explication très précise. Mais à quoi a-t-on affaire avec cela? On a affaire, moi je donne des conseils pour éclairer les choses, pour comprendre à quoi on a affaire. On a affaire à ce que j'appelle le tournant intellectuel et créatif de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, il faut le comprendre littéralement. C'est-à-dire qu'il est dorénavant dévolu à des systèmes d'assurer des tâches qui jusque-là mobilisaient nos facultés intellectuelles et créatives. On aurait pu dire la même chose quand Google est apparu. Absolument pourtant, pas. Google n'a pas remplacé l'intelligence humaine. Ça nous aide à faire des recherches. Google donnait de l'information. Comme des professeurs disent, vous savez, il y a eu Wikipédia. Non. Ça, c'est de l'information. Ça, c'est ce qu'on appelait l'âge de l'accès. Là, c'est l'âge de la prise en compte par des systèmes des facultés les plus fondamentales qui sont les nôtres. C'est d'écrire, de produire des images, de produire des sons. Et la première question que nous aurions dû nous poser dès le 1er décembre 2022, moi je l'ai posée immédiatement, c'est au lieu de sauter à pieds joints sur ces systèmes parce qu'ils sont pratiques, vous voyez, on ne voit plus les choses que par le biais, le prisme de l'utilitarisme. C'est la question qui va nous être posée, madame, dans 2-3 ans, celle par nos enfants. Pourquoi papa, maman? Moi, je vais à l'école apprendre la grammaire, l'orthographe. Si des systèmes sur un simple prompt, c'est-à-dire une instruction, vont écrire à ma place, est-ce qu'on la voit, cette question d'une telle gravité? Mais non, on ne la voit pas. Concrètement, une fois que le problème est posé, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, si j'ai décidé, si j'ai pensé ce contre-sommet de l'IA, parce que moi je suis parisien, je me suis dit il y a quelques mois, au nom de toutes les recherches que je mène depuis un certain nombre d'années, Paris, capitale de la France, France, pays des Lumières, pays de Beaumarchais, invention des droits d'auteur, pays d'Émile Zola, pays de Victor Hugo et de tant de grandes figures, au lieu d'être dans ce piètre, de ce pathétique suivisme technologique qui va nous mener à ce que j'appelle une humanité absente à elle-même. Qu'est-ce que c'est le suivisme technologique, madame? C'est que les Américains vont vite, donc les Européens disent on va aller plus vite, les Chinois disent on va aller plus vite que les Européens, donc c'est cette boucle continuellement infernale. Donc moi je me suis dit, il est temps de monter, il va être l'heure de monter un contre-sommet. Et il est fondé sur quoi, ce contre-sommet? Il se trouve que le syndicat national des journalistes, quand j'ai annoncé cela, à la matinale de France Inter en décembre, quand je suis rentré chez moi, madame, je vous raconte une petite anecdote extrêmement éloquente. Matinale d'Inter, 9h, je rentre à la maison, il est 9h30. Je reçois 1 millier de messages sur mon site, de personnes disant c'est formidable, on en a besoin, et de personnes disant soit on a des choses à dire, soit on voudrait être présente. Ce que vous voulez dire, c'est que vous représentez un courant de pensée aujourd'hui de gens qui manifestent une certaine inquiétude par rapport au développement. C'est pas tant une terme d'inquiétude qu'il y a une furieuse demande de faire entendre d'autres aspirations. Et donc, nous plaçons ce contre-sommet, c'est pas l'idée de manifester dans la rue, c'est pas du tout ça. Nous plaçons ce contre-sommet sous une double philosophie. Ça, c'est très important. La première, c'est le témoignage. Le témoignage, c'est-à-dire que très loin des discours hors sol et toujours énoncés au futur qui caractérisent les discours de la tech, vont nous être racontées les conséquences concrètes vécues au quotidien par des corporations, des personnes, du fait de l'implantation de systèmes d'intelligence artificielle dans différents secteurs de la société. On va nous raconter comment ça se passe, le chaos actuel dans l'école publique, qui voit des gamins utiliser ChatGPT, qui donnent ça à des professeurs, ils disent on a tous la même copie, on sait que c'est pas eux qui l'ont fait, ils n'apprennent même plus à écrire, et nous on ne connaît même plus le sens de notre mission. Alors vous voyez, madame, Emmanuel Macron et toute sa bande, là, excusez-moi de parler de façon familière, ils vont même pas évoquer cela. Nous allons évoquer cela. Nous allons évoquer les questions du
travail. Nous allons évoquer comment dans le monde du travail, il y a un ouragan qui est à l'œuvre. Il va y avoir des témoignages sur le monde de la culture. Est-ce que vous avez vu cette vidéo formidable de Touche pas ma VF? C'est des comédiens doubleurs qui témoignent du fait que d'ici 2 ans, ils vont disparaître à ce rythme. Parce que c'est des systèmes d'intelligence artificielle qui vont assurer cette tâche. Et que dit, ça fait un an qu'ils demandent à être reçus par la ministre de la Culture, Rachida Dati. Qu'ont-ils comme réponse? Fin de non-recevoir. C'est un scandale dans la République. Alors nous, on va les écouter, ils vont témoigner. Donc le témoignage, dans plusieurs champs, secteurs de la société, c'est un point important. Pourquoi? Parce que ça montre l'envers du décor. Vous comprenez l'envers du décor qui n'est jamais vu. On nous dit toujours, demain, la vie sera merveilleuse. Mais d'abord, qu'on montre comment ça se passe dans les corps, les souffrances vécues. Justement, Éric Sadin, pour répondre à tous ces enjeux, vous parliez tout à l'heure des États-Unis, vous parliez de la Chine, est-ce qu'il ne faut pas justement que les Européens, les Français continuent à innover? Parce que si on s'arrête d'innover, en matière d'intelligence artificielle, on ne sera pas en mesure de répondre à ces enjeux. Écoutez, madame, on dépendra des Américains, des Chinois. J'entends très bien ce que vous dites, votre question est légitime, mais moi, je dois la reprendre. Je suis désolé, je vais la reprendre. Essayez quand même déjà, avant de la reprendre, peut-être de répondre à la question. Non, mais c'est que cette dite innovation numérique, elle va nous mener au désert, ce que j'appelle le désert de nous-mêmes. C'est-à-dire que la question, c'est pour cela que nous avons décidé de sous-titrer notre contre-sommet pour un humanisme de notre temps. Il s'agit de savoir, de nous poser la question civilisationnelle et philosophique fondamentale de notre temps. C'est au moment où des systèmes ne cessent d'administrer la vie collective et s'emparent de ce qui nous caractérise en propre, c'est-à-dire produire du langage, des images et du son. Mais quel sera notre rôle sur Terre d'ici quelques années? Je vous pose cette question. C'est cette question qui nous regarde. Moi, j'ai presque envie de vous donner un bout de réponse, en tout cas avoir votre regard de philosophe sur ce que l'intelligence artificielle peut apporter à terme, et ça commence déjà maintenant, à la médecine, en matière de sciences. On va regarder tout de suite ce reportage et vous allez ensuite nous livrer votre regard. Une mammographie pas comme les autres. Lorsque ce radiologue observe une légère lésion, il fait appel à une intelligence artificielle. En quelques secondes seulement, elle rend son avis. Résultat pour cette patiente, un risque élevé à 91% de la présence de cellules cancéreuses. L'intelligence artificielle, elle s'appuie sur une banque de données de milliers, voire de millions de mammographies qui ont été emmagasinées, des mammographies normales et des mammographies anormales. Elle analyse toutes les zones de la mammographie et elle la compare avec sa banque de données. Si on a un score d'intelligence artificielle qui est élevé, on va avoir une alerte. Il faut qu'on fasse une échographie, il faut qu'on cherche pour être certain qu'il n'y a rien d'anormal. Détecter, mais aussi prévenir. Cet oncologue transmet à l'intelligence artificielle les mammographies de ses patientes et d'autres informations. Je la questionne sur ses antécédents personnels, familiaux et ainsi de suite. On rentre toutes ces données dans le logiciel et puis après, je lui fais un prélèvement salivaire qui nous permet d'extraire l'ADN et le logiciel intelligence artificielle me détermine le risque de cancer du sein de cette femme dans les 5 ans qui viennent. Symbolisé avec ce point rouge, l'IA confirme que cette patiente a plus de risques de développer un cancer que la moyenne. Elle sera donc davantage suivie. Et l'utilisation de l'intelligence artificielle va même plus loin. Aux côtés des médecins et infirmières, un collègue différent fait son apparition dans le bloc opératoire, le robot Epion. Grâce à sa caméra et son système de navigation, le robot assiste au millimètre près le professeur Debert. Et on va mettre un espace entre les aiguilles qui est de 18 mm. Cette tumeur du rein sera traitée par le froid. Le patient évite ainsi l'ablation de son organe et pourra sortir dès le lendemain. On est au milieu du rein, tout ce qu'il y a autour est dangereux. Donc si l'aiguille est mal placée, on peut esquinter une artère, une veine, une voie urinaire. En fait, les aiguilles, elles sont exactement là où on avait prédit. Avec la main humaine, les aiguilles, elles sont à peu près là où on avait prédit. Ce médecin est le premier à l'avoir utilisé en France, ici à l'hôpital Gustave-Roussy. Depuis, il a été rejoint par 4 autres établissements, dont tout récemment l'hôpital de Toulouse. Voilà, Éric Sadin, une réaction, l'IA pour lutter contre le cancer, c'est si dangereux que ça? Mais non, c'est très bien. J'ai théorisé, moi, IA et médecine. Là, il y avait des exemples où il y avait un distinguo décisif qu'on ne se pose pas assez. C'est des exemples qui étaient donnés. Les humains ont la main. C'est-à-dire, ils ont des instruments, ils ont des informations, ils ont des systèmes d'assistanat, ils peuvent agir. La question, c'est là où on n'a pas la main.
Là, on ne maîtrise pas les choses. Et je vous ai dit que le premier principe de notre contre-sommet, c'est le témoignage. Le deuxième, c'est la mobilisation. Et à quoi je pense quand je dis mobilisation? Je pense à un exemple qui aurait dû tous nous inspirer. Tous, aussi dans vos métiers, les métiers de journalisme. Tous, de quantité de corporations, ce sont les scénaristes d'Hollywood qui, à partir de mai 2023, ils ont vu le mauvais vent venir. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en danger de mort à cette période, mais ils ont bien vu qu'au rythme où vont les choses, vers 2027-2028, des systèmes allaient être en mesure, avec les IA génératives, de rédiger des scénarios. Donc ils se sont mobilisés, ils ont fait grève. Et il est arrivé à quoi? Ils ont eu gain de cause jusqu'à nouvel ordre. Donc ce qu'on va faire aussi durant ce contre-sommet, sans attendre tout du législateur qui a souvent les yeux pleins d'étoiles pour la dite innovation numérique, vont être narrées les premières formes de mobilisation qui sont mises en place, mais aussi vont être amorcées des formes de mobilisation. Parce que, voyez-vous, ce qui nous regarde, c'est de sauver les principes fondamentaux qui sont les nôtres, la liberté, la dignité humaine et l'exercice de nos facultés les plus fondamentales. Et on a bien compris votre propos. Merci beaucoup. Merci à vous, Éric madame. Sadin, écrivain et philosophe spécialiste du monde numérique. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On va continuer